It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de l'intersaison, une nouvelle série très intéressante où on va voir un grand panel d'équipes, je dirais. On va tout simplement s'intéresser aux différents rebuilds, aux différentes équipes, aux différentes teams qui sont dans le ventre mou, voir quelles solutions et comment, et si aussi, si ils peuvent l'année prochaine, tout simplement step up, passer un cap. Comment ces équipes, est-ce qu'elles ont la possibilité aussi de passer ce dernier cap pour aller en play-off, peut-être être compétitives et potentiellement pour certaines être des contenders sérieux au titre NBA ou du moins au final de conférence. Donc de toute façon, vous le voyez dans le titre, on va commencer avec les Portland Trail Blazers. Oui, effectivement, c'est une équipe que j'apprécie grandement, mais c'est aussi une équipe que je trouve très intéressante sur ce point de vue-là. Donc allons-y, commençons à parler de cette fameuse team des Portland Trail Blazers. Évidemment, avant de parler de cette intersaison, de cette année prochaine décisive pour les Portland Trail Blazers, il va falloir se replonger sur les dernières années, et notamment la dernière année qui vient d'avoir lieu pour cet effectif. Donc, comme vous le savez, ils ont fini 12e en 36-46, 36 victoires, 46 défaites, tout simplement aux portes du play-in, juste derrière les Suns, à égalité avec les Suns qui étaient aussi en 36-46, pardon. Une équipe donc qui a improve par rapport à la saison dernière, tout simplement parce qu'elle est passée de, je crois, 21 victoires à 36, donc énormément de décisions d'intersaison qui ont été positives. Positives, oui, dans le sens où tout simplement, il y a un meilleur bilan, mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a possibilité d'aller plus loin, de tout simplement gratter les premières places de l'Ouest dans la situation actuelle et avec le talent qu'il y a actuellement dans cet effectif. En effet, si vous avez été sur différents podcasts de ma chaîne, vous savez que j'ai toujours douté du choix de la franchise de vouloir être compétitif très vite. Je trouvais que tout simplement les talents que nous avions draftés, les talents que nous avions récupérés n'étaient pas assez hauts, n'étaient pas aussi assez complémentaires pour potentiellement passer un cap. J'espérais donc que Cooper Flagg ou ce type de prospect puisse arriver dans l'effectif cette année, et on l'a vu, cela n'a pas été du tout le cas. En effet, à partir de janvier, je pense, à partir de la deuxième partie de saison, Portland est devenu une défense très sérieuse, une des défenses top 10 NBA, avec des joueurs comme Toumani Camara qui ont passé un cap assez incroyable, que ce soit donc défensivement, c'est tout simplement All NBA Defensive Team tous les jours de l'année, mais aussi offensivement pour ce joueur Toumani. On a aussi l'arrivée de Deni Avdija l'année dernière pendant la nuit de la draft en échange du 14e pick, qui s'est révélé être un joueur excellent. On le savait du côté de Washington, mais il s'est révélé encore plus dans l'impact, on va dire, du côté de Portland, avec 17 points, 7 passes, 4 passes et 7 rebonds, un joueur qui est devenu peut-être le franchise player, ou en tout cas le centre, le hub offensif de cet effectif, et aussi énormément de joueurs comme Shaedon Sharpe qui a réussi à enchaîner les matchs, qui tourne autour de 18 points de moyenne, une saison avec des hauts et des bas, mais très encourageante à mon sens de Scoot Henderson en 12 points et 5 passes. Donc oui, il baisse en termes de scoring, mais si on regarde un petit peu ses pourcentages, il passe donc autour des 43% au tir et 36% à 3 points. Donc vraiment une progression par rapport à l'année dernière, où je pense qu'il était dans les eaux d'un Killian Hayes en termes de pourcentage. C'est toujours compliqué pour les jeunes joueurs sous-dimensionnés de performer, donc on voit qu'il faut lui laisser aussi du temps. Donc voilà, il y a eu énormément de choses positives. Sur la deuxième partie de saison aussi, on a vu l'éclosion d'un joueur comme Donovan Clingan, 2m17, qui a fait une première saison très intéressante. On sait qu'il a du mal à enchaîner les matchs, à jouer plus de 25 minutes. Il n'a pas encore le coffre, je pense que ça peut arriver. Il fait des efforts pour ça, mais en tout cas, quand il est sur le terrain et malgré ses minutes un petit peu diminuées, il est tout simplement un moteur défensif complètement incroyable. Je pense que aussi, c'est bizarre de dire ça après toutes les critiques que j'ai fait à son encontre, mais Chauncey Billups
a eu un impact très positif sur le mental et sur les choix de cet effectif. On a eu Shaedon Sharpe qui s'est vu relégué sur le banc pendant une dizaine de matchs, tout simplement parce qu'il ne défendait pas. Il y avait vraiment des soucis défensifs assez incroyables avec ce joueur, et dès qu'il est retourné dans le 5, on a vu des changements s'opérer, on a vu tout simplement le joueur qui faisait plus d'efforts et qui avait improve sur beaucoup de points de son jeu. Donc voilà un petit peu les points positifs de cet effectif, mais à côté de ça, le management comme sur le terrain, montrait qu'il y avait encore énormément de problématiques structurelles, notamment avec les différents joueurs, on va dire, matures de cet effectif. Anfernee Simons a pour moi fait sa pire saison en tant que leader depuis des années. Il n'était plus du tout dans le projet. Son scoring est important, évidemment. Il tourne à 19 points par match cette saison, 3 points de moins que l'année dernière. Mais à côté de ça... tout simplement, il n'a pas eu l'impact escompté. Il est que à 42% au tir, 36 à 3 points. C'est des stats, des pourcentages au tir qui ne sont pas dans ses standards. À côté de ça, les choix de tir, les choix de passing game n'étaient pas en adéquation avec le reste de l'effectif. Évidemment, c'est pas entièrement de sa faute. C'est la faute aussi du management. C'est la faute de l'implication. On le met sur le départ depuis des mois et des mois. Donc, ça peut être compliqué pour lui. On a aussi évidemment toujours Jeremy Grant qui n'est toujours pas dans le projet, qui est un monopolisateur de ballon assez incroyable, c'est-à-dire que quand il récupère la balle, vous êtes sûr de ne jamais la revoir, et il n'a pas le niveau tout simplement pour agir de la sorte. Donc voilà. Et bien sûr, un joueur comme Ayton, qui avait fini la saison dernière de manière excellente, avec énormément de progression offensive, des efforts en défense et énormément de rebonds qu'il ne concède plus à l'adversaire. Aujourd'hui, cette année en tout cas, cela n'a pas du tout été le cas. Il n'arrive pas à poser un bon écran. Au vu de son profil et de sa taille, c'était quand même assez problématique, surtout pour un joueur comme Scoot Henderson qui a besoin d'écrans bien posés pour pouvoir performer. Scoot Henderson qui d'ailleurs a été bien meilleur sur le poste de titulaire que lorsqu'il était remplaçant, même s'il a été remplaçant une grande partie de la saison. Il a été titulaire que 10 matchs. En effet, Scoot, en tant que titulaire, c'est 16 points, 6,5 assists et 3,2 rebonds. Et attendez que je retrouve les pourcentages. On est quand même du coup sur du 47% au tir et 43,6% à 3 points, avec 78,8% au lancer franc. Donc, bon, pour un bust, déjà, je pense que énormément d'observateurs devraient se taire, mais c'est surtout, mis à part ça, on a vraiment un joueur qui a soigné et qui est devenu un réel meneur, et il faut lui donner ses opportunités. Et c'est aussi cette intersaison-là qui a joué dans son sens, qui a joué dans le sens, à mon avis, de Scoot Henderson. Donc parlons de cette intersaison, parlons de comment la bonifier et des premiers choix qui a eu lieu dans les dernières semaines, tout simplement dans les derniers jours. Le premier, c'est tout simplement Anfernee Simons. Anfernee Simons a enfin été transféré. Je vais en parler, mais le management a fait des choix assez catastrophiques sur les dernières années. Le choix le plus catastrophique, je pense, c'est d'avoir ruiné la valeur de ce joueur, de ne pas avoir su le transférer au bon moment, peut-être d'en avoir trop demandé, ou tout simplement de n'avoir pas été pris au sérieux par les autres managements, par les autres front office de la ligue, tout simplement parce que après le départ de Bane à Orlando, on ne savait plus du tout où pouvait atterrir ce joueur. Il a finalement atterri aux Celtics en l'échange de Jrue Holiday. Donc les Celtics qui récupèrent un jeune joueur assez intéressant de 25-26 ans, ils y perdent en défense évidemment, mais ils y gagnent au shoot, etc. À voir si ça s'imbrique bien avec des joueurs comme Derrick White, etc. Mais on sait que c'est une année particulière. Bref, du côté de Portland, nous avons perdu donc 2 picks, je crois, 2 second tours. Donc c'est assez incroyable que en donnant un joueur de 25 ans contre un joueur de 35 ans, ce soit à nous de donner des picks. C'est assez problématique, mais ça résume très bien les problématiques de ce front office pour faire des choix cohérents, des choix rapides. On attend toujours le dernier moment, et donc on récupère un joueur comme Jrue Holiday. Au début, j'ai cru que ça serait encore une passerelle pour changer d'équipe, tout simplement. Il y avait des rumeurs avec Sacramento, etc. Le but, apparemment, serait de le garder.
J'ai été et je suis encore un petit peu réticent à l'idée, tout simplement parce on fait partir un joueur comme Anthony Simons pour donner de la place à Scoot Henderson, mais en même temps le jeu sans ballon et la capacité à tirer en spot-up à 3 points de Jrue Holiday et puis même le QI basket tout court me fait dire que ça pourrait être une bonne idée. Les deux sont un peu sous-dimensionnés, Jrue Holiday est en train de régresser dans son jeu du fait de son âge, mais ça reste tout de même un défenseur tout à fait élite qui pourra apprendre énormément de choses à Scoot Henderson, je n'en doute pas. Donc à voir. J'espère tout de même qu'on pourra avoir un Scoot Henderson qui sera titulaire vis-à-vis de Jrue Holiday, mais à voir ce que ça dit pour les prochains mois. Ensuite, nous avons eu la draft avec un choix qui a fait énormément parler, plusieurs choix qui ont fait énormément parler. Nous avions évidemment le 11e pick, donc un pick assez mid, vous vous y attendiez, du fait des 36 victoires. Ce pick m'intéressait énormément parce que je pense que de la 5 ou 6e place à la 20e place, nous avons un peu des talents cohérents qui ont un peu le même plafond. En tout cas, il n'y a pas de joueur qui se dégage vraiment. Donc en 11e place, nous pouvons avoir tout simplement un joueur qui pourrait être pris bien plus haut, en tout cas avec un plafond très intéressant. Le fait est que nous avons transféré ce pick contre tout simplement à Memphis contre un pick de l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas. Donc nous gagnons en pick, c'est assez cool, je pense. En plus de ça, le joueur qu'ils n'ont pris n'était pas dans mes plans, n'était pas dans les plans de la franchise. Coward est un joueur très intéressant, mais je pense pas qu'il était fait pour tomber à Portland. Et plus les choix avançaient, plus je me disais qu'il y avait moyen d'obtenir un joueur très intéressant. Il y avait évidemment Asa Newell, poste 4-5, très fort défenseur, qui offrait des flashs tout simplement pour spacer, pour tenir vite fait le ballon. Donc c'était très intéressant. Mais aussi Jacques Ionis, bon là avec l'arrivée de Jrue Holiday c'était assez problématique, mais un meneur surdimensionné, très bon passeur, capable de drive, donc des joueurs qui avaient légèrement glissé et sur lesquels on pouvait avoir quelques attentes. Le choix a été fait de drafter tout simplement Han Seng-Yang, donc un joueur chinois de 19 ans, de 2,18 m, la taille de Donovan Clegan. Un joueur dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment parce que je suis énormément les prospects, les avis sur Twitter. C'est un joueur qui, chez les analystes, ESPN, etc., était vu dans les places 30, 35, 40, donc au second tour. Donc énorme reach de la part de Portland, énorme risque évidemment. Mais à côté de ça, quand j'allais voir des gens qui étaient passionnés par le métier, je voyais qu'il était plus placé dans les places 20-25, que énormément de personnes avaient bouffé de la vidéo de Han Seng-Yang et que toutes les personnes bien plus alertes sur tout simplement la ligue chinoise, le fait d'aller voir les joueurs à l'international, ce qui n'est pas toujours le cas d'ESPN ou de ce genre tout simplement d'experts là, eh bien ils le plaçaient tous un petit peu plus haut, toujours pas à la place 16 évidemment, mais plus haut. Ce qu'il ressort de ce joueur, c'est que c'est un poste 5, un poste très intéressant pour Portland. C'est assez bizarre de dire ça, sachant que maintenant on en a 5, mais évidemment le but de cette intersaison, c'est de transférer DeAndre Ayton, de transférer aussi des joueurs comme Robert Williams, et donc une place sera faite pour Han Seng-Yang, pour Clingan pour l'année prochaine, et potentiellement garder en 3e pivot un joueur qui peut space comme Diop Reis, l'Australien, qui est un joueur que j'apprécie énormément. Donc oui, ça ne me pose pas de problème dans l'idée de prendre un poste 5, sachant qu'il y a des projections comme le fait qu'il pourrait potentiellement s'écarter un peu plus, en tout cas manier le ballon. C'est un joueur qui pourrait, et attention au pourrait, il y a d'énormes guillemets dans ce que je dis, mais jouer à côté de Clingan, et c'est un joueur qui est unique, tout simplement. Je pense qu'on est aussi là sur un hub offensif, un passeur pour le poste 5 assez fou. J'ai du mal à voir s'il arrivera à prendre des rebonds en NBA. J'ai du mal à voir aussi niveau physique s'il arrivera à suivre le rythme NBA comme Clingan, mais on voit que des efforts ont été faits de la part du management, donc je pense que les mêmes efforts pourraient être faits pour Han Seng-Yang, mais c'est un passeur exceptionnel pour le poste 5, c'est un scoreur très capable qui, si on lui donne la balle dans les mains, peut être tout simplement un hub très intéressant, et au vu de sa taille, de ses segments 2,18 m, on le rappelle, je le pense
plus intéressant qu'un joueur comme Derrick Queen, que j'aurais aimé aussi du côté de Portland. Donc je suis parfaitement content de ce pick. Il faut l'avouer, même si je trouve qu'on aurait peut-être pu aller le chercher plus loin. Il y avait des rumeurs comme quoi Minnesota était intéressé, ce genre d'équipe. Moi, je suis persuadé qu'aucune équipe n'aurait risqué de le prendre à la sortie des picks 1 à 14. Mais bon, on a pris ce pick. Je pense que, évidemment, on parle aussi d'un Jokic chinois. J'ai des doutes, vous le savez. Mais oui, on peut parler évidemment de joueurs comme Sabonis, de hub comme Draymond Green. Moi, c'est des joueurs que j'affectionne particulièrement dans un effectif. Et c'est là où, après vous avoir mis un tunnel assez exceptionnel sur Hansen Young, j'arrive à mon point le plus important pour cette intersaison et cet effectif. C'est tout simplement que Portland est en train de copier deux franchises qui s'en sortent très très bien en matière de reconstruction. C'est OKC et Houston. Tout simplement parce que, à la manière d'OKC, les Blazers font le choix de mettre sur le terrain des joueurs capables de partager la gonfle et de créer pour eux ou pour les autres sur à peu près tous les postes. On va dire que nous avons déjà Scoot Henderson qui, comme on le sait, est un meneur assez traditionnel, scoreur mais aussi énorme passeur. On a un Toumani Camara qui s'avère être un joueur avec un QI bien plus supérieur que l'on le pensait à sa draft. On a un joueur comme Deni Avdija qui lui aussi est pour un poste 3-4 un joueur supérieur en termes de hub offensif. On a un Shaedon Sharpe qui évidemment n'est pas un passeur, qui est plutôt un finisseur, un scoreur, mais qui n'est pas un avaleur de ballon. Donc je trouve qu'on a vraiment des joueurs, et on rajoute un Jrue Holiday qui est évidemment un joueur collectif supérieur. On a vraiment des joueurs sur tous les postes qui peuvent manier la balle, passer, qui peuvent un petit peu tout faire. Je pense que évidemment on n'a pas le talent sur ces postes-là qu'à OKC, sinon on serait champion NBA tout simplement. Mais je trouve très intéressant que l'on prenne le choix, la décision de faire confiance à des joueurs qui ne sont pas des talents supérieurs au scoring, mais des talents au maniement de la balle et à la passe tout simplement supérieur. Et Hansen Young rentre dans ce collectif-là, rentre dans cette logique-là. Il s'inspire aussi de Houston et donc d'OKC par leur défense. Portland aujourd'hui est une défense qui est déjà top 10, top 4 je crois sur le dernier mois, le mois de mars, donc vraiment très intéressant. Ils font le choix de la défense avant de l'attaque. C'est pareil à la manière de Houston, ils n'ont pas ce talent qui se démarque encore aujourd'hui. À voir si si Shaedon Sharpe, si Scoot Henderson, si Deni Avdija, Hansen Young ou d'autres, je ne sais pas, deviennent ce talent supérieur. Houston, évidemment, est en avance là-dessus avec un joueur comme Sengun, l'arrivée de KD, mais ils font aussi le choix, à la manière de Houston, de prendre des joueurs vétéran, mais pas n'importe quel joueur vétéran, parce que évidemment l'arrivée d'un Jrue Holiday est tout à fait différente du fait de garder par exemple un Ayton qui est un joueur qui n'est pas un leader de vestiaire. Donc moi j'aime vraiment les choix qui sont faits par Portland. Je pense qu'il manque encore ce talent supérieur, mais on l'a vu aujourd'hui, que ce soit avec les Pacers ou d'autres équipes, il n'y a plus besoin d'avoir un top 2 joueurs NBA pour aller loin en play-off. Le nombre fait la force, le collectif fait la force. Et évidemment, ceux qui ont gagné cette année possédaient dans leur rang Shai Gilgeous-Alexander, ça aide. C'est un joueur qui est top 2, top 3, top 4 NBA aujourd'hui. À voir si on arrive à ramener ce type de joueur ou à le développer en interne. J'ai quand même des doutes sur le développement en interne aujourd'hui. Mais on peut aussi prendre l'exemple des Pacers avec énormément de joueurs complémentaires, des joueurs très intelligents, un bon coaching staff. J'aime énormément ce qui se développe de cet effectif. Et je pense qu'on est à 2 ou 3 pièces de pouvoir dire que l'année prochaine, Portland sera au play-in au minimum. Mais du coup, que faire ? Comment traduire tout simplement cette bonne demi-saison en une équipe qui jouera les play-offs régulièrement ? Eh bien, c'est pas marrant de le dire, mais je pense que c'est par le développement interne. Scoot Henderson, on en a parlé, est un joueur capable de très haut et de très bas. Quand il a été titulaire, il était autour des 16 points de moyenne. Quand j'ai le détail des matchs, évidemment, il y a des matchs très bas en termes de scoring, 6 points, 9 points, je les vois ici, encore 6 points. Et on a aussi un match à 39 points. D'autres matchs à 25, 16 points, 23 points et encore 16 points. Donc voilà, il faut
que ce scoring de la part de Scoot Henderson soit bien plus régulier. Ce que j'en pense, c'est que ça va être tout à fait possible. Tout simplement parce que tu enlèves des joueurs comme Ayton et potentiellement, espérons-le, Jeremy Grant. Les deux devraient partir à l'intersaison. En tout cas, ils ne font plus partie du projet. Et donc, tu auras l'occasion déjà de ne pas avoir cette fuite du ballon qu'avait Jeremy Grant, qui était assez détestable en termes de jeu proposé sur le terrain. Et tu auras des vrais écrans posés, que ce soit de Hansen Young, de Klingan ou même de Diop Reese, capables de jouer le pick and roll et de s'écarter pour Scoot Henderson, de tirer, shooter à 3 points. Donc voilà, énormément d'occasions à provoquer de ce côté-là. Shaedon Sharpe aura énormément de tickets shoot en plus. La même chose pour Denis Avdija, qui en plus, ces joueurs se connaîtront bien mieux, joueront ensemble dès le début de l'année. On aura un joueur très imbricable comme Jrue Holiday et l'occasion derrière Diop Reese et bien sûr, ou devant Diop Reese et bien sûr Klingan, de faire jouer un joueur comme Hansen Young. Ensuite, il y a aussi le facteur Toumani Camara. En l'espace d'une saison, il a développé un niveau de jeu assez exceptionnel et il progresse encore chaque mois, je dirais. Il a 24 ans, donc ça devrait vite se calmer, entre guillemets. Mais je pense vraiment que Toumani Camara pourrait se révéler être une 3e ou 4e option d'une équipe ultra compétitive. Donc évidemment, et puis bien sûr Hansen Young, si on espère un hub offensif capable de mettre 14 points par match au minimum, sur un poste 5, ça pourrait être exceptionnel pour nous. Donc oui, il y a ces choix à faire. Il y a énormément d'attentes qui pourront être comblées, je pense, cette année. Ce que je pense aussi, tout simplement, c'est que on est à un joueur offensif, ou en tout cas quelques joueurs offensifs capables de spacer, d'être une attaque average, parce que là je vous ai parlé du fait de plus scorer. Il faudra compenser le départ évidemment de Jeremy Grant, d'Anthony Simons. Je pense que du fait de tickets shoot et de choix de tir qui seront tout simplement meilleurs que ceux qui partent, on pourra très vite le compenser, mais on restera toujours une défense top 20, top 25, une attaque top 20, top 25 NBA. C'est problématique. Comment régler cette problématique? Je l'espère avec des trades. Je l'espère que Ayton, si par exemple il part du côté, je ne sais pas, des Lakers, on puisse récupérer un joueur comme Dalton Knecht, capable d'écarter un petit peu le jeu, de récupérer en free agency des joueurs capables aussi d'écarter le jeu. On va dire que si on arrive à avoir deux shooters, pas quasi exclusif, mais très intéressant sur le catch and shoot, capable de spacer à côté de Scoot Henderson, ça pourrait être vraiment très intéressant si le coaching staff, le coaching staff décide de les faire jouer ensemble. Je pense vraiment que le spacing, c'est ce qui manque à Scoot Henderson pour passer aussi un cap et d'avoir plus d'espace pour attaquer le panier, comme il l'a fait en seconde partie de saison. Donc à voir ce qu'on pourrait obtenir. Je n'ai pas évidemment d'attente particulière. Évidemment, je pense qu'un Cameron Johnson dans cet effectif ferait énormément de bien. Je suis pas sûr qu'on ait le joueur qui les intéresse, surtout pour une reconstruction. Donc à voir si on est prêt à donner des assets qui s'avèrent être moins intéressantes maintenant du fait qu'on vise les playoffs. Mais oui, je pense qu'avec un développement interne, l'arrivée de shooters et tout simplement un coaching staff qui continue à progresser. On a le coach actuel du Paris Basketball qui va arriver en tant qu'assistant. Il y a d'autres assistants qui arrivent pour entourer Billups. J'ai l'impression que le front office commence à connaître les défauts de Billups, mais aussi ses qualités. Je pense vraiment qu'on peut voir une équipe improve cette année. Et petit point français aussi, on parlait de spacer. Si Ryan Rupert a l'occasion, avec le départ d'Anthony Simons, d'avoir plus de temps de jeu, on rappelle qu'il était à 40% à 3 points cette année, évidemment sur un temps de jeu... non, il n'était pas à 40% à 3 points. My bad. Il était à 27% à 3 points. Oui, effectivement, c'est pas la même chose. Mais j'ai confiance en ce joueur et je pense que c'est du fait de l'irrégularité de son temps de jeu qui fait que il n'arrivait pas à spacer le terrain. Mais je pense que ça peut être un assez bon joueur sur catch and shoot, capable en tant que 8-9e homme d'apporter un petit peu. Donc j'espère aussi pour notre Français qu'il s'épanouisse dans ce collectif. On a aussi un autre Français évidemment avec Sidi Sissoko qui pourrait être encore
un joueur très intéressant à développer du côté défensif. Donc oui, il y a énormément de choses à dire sur cet effectif, énormément d'attentes à combler. Et je pense que dès la saison prochaine, on verra une équipe qui pourrait être déjà avec la baisse de niveau de certains autres collectifs comme Memphis potentiellement, comme les Suns, mais on reparlera des Suns dans un prochain podcast, ou ce genre d'effectif. Je pense que l'on pourrait jouer la 9e à la 11e place assez facilement, en espérant jouer le play-in donc. Et potentiellement voir un Shaedon Sharpe pouvoir tourner à 22-24 points de moyenne, un Deni Avdija pareil, rester dans ses standards, mais dès le début de l'année, avoir une place prédominante dans le groupe dès le début de l'année, ça pourrait être très très intéressant. Et évidemment, je souhaite, et je pense que c'est important pour cet effectif, que l'un des joueurs qu'on a cités précédemment devienne MIP, ou en tout cas soit dans la course au MIP dès la saison prochaine. Je mettrais vraiment un très gros billet sur Scoot Henderson pour ce fait-là, et on verra s'il réussit à répondre à mes attentes dès l'année prochaine, ou si, encore une fois, il faudra se poser des questions sur ce joueur, comme tout simplement comme après sa saison rookie. Bref, je pense vraiment que cette équipe est capable de step up, donc je pense vraiment qu'ils joueront le play-in au minimum l'année prochaine. On l'a déjà vu avec d'autres effectifs. Encore une fois, OKC et Houston étaient tous les deux, tout simplement, OKC a joué la 10e place ou la 9e place il y a 2 ans, avant de devenir un contender et un champion NBA. Et Houston, de son côté, a été 11e en bataillant pour cette 10e place avec les Warriors avant de finir 2e cette année. Donc, si on imagine ça comme ça, on peut penser très très sérieusement, et je le pense très sérieusement, on peut penser que Portland suive la même trajectoire, en tout cas la trajectoire houstonienne, et potentiellement éviter même le play-in et jouer les premiers rôles à l'ouest. C'est un effectif, je le rappelle, qui est jeune, donc qui progresse chaque année, qui est en perpétuelle progression, mais un effectif aussi qui a je ne sais pas comment le dire, un mood, quelque chose, on ressent une âme se créer, un chemin se créer pour cet effectif. On ressent vraiment des joueurs qui aiment cohabiter ensemble, qui ont des talents complémentaires, qui ont des talents multiples aussi. Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Scoot Henderson, Toumani Camara ont des points tout à fait élites dans leur jeu, plusieurs points, ou peuvent développer plusieurs points élites. Et je pense vraiment que cet effectif, et ce n'est pas du clubisme, peut vraiment nous surprendre dès l'année prochaine. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que je vous ai mis assez de tunnels sur Hansen Young ou Scoot Henderson, des joueurs que j'apprécie énormément. Donc je vais vous laisser sur ce cas-là, sur le cas Portland Trail Blazers. Et je vous dis à bientôt pour un autre podcast, et je pense sur le même sujet avec savoir si votre effectif peut step up ou non. Allez, bonne soirée à tous.